Mes chers amis, cher Guillaume, député local de l'Étape, chère Clémence, merci de nous accueillir. Je voulais vous dire que je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié cette journée du 1er décembre. Et je crois qu'aucun d'entre nous ne l'a oublié. C'est le jour où le soldat inconnu a été souillé. C'est le jour où l'Arc de Triomphe a été vandalisé, des immeubles brûlés. C'est le jour où notre République, ce qui fait notre bien commun, a été attaqué. Mais c'est aussi le jour où, au travers des membres du Conseil, vous m'avez fait la confiance de m'élire à la tête de notre mouvement, La République en marche. Et pour moi, dans ma vie d'engagé, je ne dissocierai jamais ces deux événements, parce que leur concomitance m'a tout de suite convaincu qu'il n'y avait pas d'autre priorité que de nous engager pleinement dans ce grand débat que venait de lancer le président de la République. Parce que, au fond, c'était être fidèle à la promesse que nous avons faite depuis l'origine aux Français qui sont les plus éloignés de la vie politique et que je vais formuler à nouveau le 1er décembre. Plus vous êtes loin de la politique, plus vous êtes important pour nous, plus vous êtes en difficulté et plus nous voulons trouver des solutions pour vous. Alors, ce 1er décembre, nous avons ouvert ensemble un nouvel acte. Au fond, l'acte du retour de nos concitoyens à la politique. Et c'était une immense responsabilité. Et je crois que nous avons été collectivement à la hauteur de cet enjeu. Vous vous êtes engagés et je crois que vous avez le droit de vous applaudir. Vous vous êtes engagés dans le grand débat en participant à des milliers de débats, en organisant notamment les parlementaires, cher Gilles, les élus locaux de la République en marche, mais aussi les marcheurs en tant que citoyens, en organisant de très nombreux débats, mais aussi en proposant des idées, et nous les avons vues à l'instant, des solutions aux problèmes que rencontrent nos concitoyens, sur la plateforme du grand débat, mais aussi sur l'atelier des idées. 3500 contributions sur l'atelier des idées, et je veux en profiter pour remercier les groupes de travail, et à travers leur présidente, chère Bénédicte, chère Brune, chère Sophie, à distance, si elle nous regarde un peu tard peut-être, chère Marlène. Vous avez travaillé activement à formuler nos idées pour la France. Vous l'avez compris, ce moment politique, c'est aussi un moment où notre mouvement fait porter la voix des marcheurs dans le débat public, formule des propositions, dit quelle direction nous voulons prendre. Au fond, joue son rôle d'aiguillon de la majorité. Et je crois que c'est le juste moment pour le faire. Le débat touchera bientôt à sa fin. La semaine prochaine, des corps intermédiaires vont discuter, émettre des propositions, formuler des idées. Et nous apportons humblement notre pierre au débat. Ces propositions, certaines qui ont été formulées devant vous, elles vont être débattues, discutées. Peut-être que certaines feront consensus, d'autres non. Nous allons continuer à travailler, mais elles susciteront le débat. Et c'est ce que nous souhaitons, exactement ce que nous souhaitons. Et nous continuerons à les travailler. Dès la semaine prochaine, avec notre groupe parlementaire, nous nous réunirons sur la base de ces idées, mais sur d'autres aussi, pour continuer à avancer des solutions pour la France. Mais d'ores et déjà, de ces millions de conversations, de ces milliers de réunions, qu'est-ce que nous avons entendu? D'abord, que les Français ont le sentiment de ne plus avoir la maîtrise de leur destin. Ils ont le sentiment d'avoir perdu la main. Nous savons qu'une génération, celle des 30 Glorieuses, a vécu avec l'idée du progrès illimité, progrès de la science, de la technologie, du pouvoir d'achat, des infrastructures, et qu'à un moment ou à un autre, les sacrifices qu'on faisait, ils seraient bénéfiques pour soi-même ou peut-être pour ses enfants. Mais aujourd'hui, le déclassement de certains territoires, la crise écologique, des décennies de chômage de masse, la dépendance, tout cela obscurcit notre avenir et vient toucher ce que nous avons de plus cher, nos familles, nos enfants, nos aînés, nos lieux de vie. Trop de Français se sentent atteints dans leur quotidien, celui
qui tient sur un équilibre précaire, celui qui tient à quelques dizaines d'euros, les quelques dizaines d'euros qui parfois font basculer le budget dans le rouge. Ça donne le sentiment de subir les prix qui augmentent, de subir les impôts qui tombent, mais également de subir le contrôle technique, celui qu'on n'avait pas prévu, de subir le pare-brise qui a une fissure, de subir les décisions de notre quotidien. Et sur toutes ces décisions, ils nous disent aussi qu'ils ont le sentiment d'avoir perdu la main. Parce que choisir un programme électoral, une fois tous les 5 ans, dans un moment d'accélération profonde de la vie politique, eh bien, ce n'est plus suffisant. Ces millions de Français qui ont participé au grand débat, d'une manière ou d'une autre, ils ont démontré leur volonté de participer dans tous les débats auxquels j'ai pu participer, à Besançon, à Carcassonne, à Coutances, à Saint-Désert. Je n'ai pas vu des Français résignés, égoïstes, comme on les dit parfois. J'ai vu des Français qui formulaient des propositions, qui avaient le goût de se parler et qui disaient parfois, et je suis sûr que vous l'avez entendu aussi, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça avant? Ce qu'ils ont exprimé aussi dans ces débats, c'est un sentiment profond d'injustice. Et je parle d'injustice plutôt que d'inégalité. Je le fais à dessein. Car ce qu'on a entendu, c'est qu'au fond, il y en avait marre. Marre que les efforts ne permettent plus de s'en sortir. Marre que le travail ne permette plus de vivre dignement. Ce qui nourrit le sentiment de colère, ce qui nourrit ce ressentiment le plus profond, ce n'est pas de voir les autres s'en sortir. Je ne crois pas que les Français aient cet égoïsme-là. Mais c'est de constater que quels que soient les efforts qu'on consent, on n'arrive plus soi-même à s'en sortir. Et je crois que c'est à ces enseignements-là que nous avons essayé de répondre en formulant des transformations pour continuer à changer la vie des Français. Certains sont des chantiers de long terme, Bénédicte, tu évoquais en conclusion, des chantiers qui peut-être nous occuperont pour les décennies, peut-être pour 20 ans. D'autres sont des idées du quotidien. Et certaines idées, nous ne les aurions pas eues sans ces contributions de marcheurs. Je veux en reprendre quelques-unes ici et puis peut-être les mettre en perspective. Parce que les transformations que nous voulons proposer, nos idées pour la France, elles doivent répondre à 3 chantiers. Le premier, c'est de permettre aux Français de reprendre leur destin en main. C'est de replacer nos concitoyens au cœur de notre démocratie. Le deuxième, c'est de répondre aux inquiétudes profondes qu'ils ont manifestées pour l'avenir. Au fond, c'est de rebâtir un agenda positif du changement. Et le troisième, c'est de lutter évidemment contre ce sentiment d'injustice qui ronge notre pays. Alors oui, nous voulons permettre aux Français de reprendre leur destin en main, et d'abord leur destin politique. Mais je crois que c'est par là qu'on doit tout commencer. C'est la première réponse qu'on doit apporter parce que ça sera aussi la réponse la plus pérenne, celle qui démontrera que notre pays ne reprendra pas le cours normal de son existence, pour reprendre l'expression que le président de la République avait employée. Parce que malgré le vent de renouveau que nous avons fait souffler sur l'Assemblée nationale, en grande partie grâce à vous tous, trop de Français ont le sentiment que nos élus ne les représentent pas suffisamment. Et c'est pour ça que nous souhaitions déjà, dans la réforme constitutionnelle, introduire une dose de proportionnelle, limiter le cumul des mandats dans le temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous proposons que le vote blanc soit pris en compte. Je crois que c'était une attente forte de bon nombre de nos concitoyens. Améliorer notre démocratie représentative, c'est aussi améliorer son efficacité. Et vous l'avez dit les uns les autres, ce que nous vivons, j'en suis persuadé, c'est une crise de résultats. Alors, je crois qu'il faut absolument profiter de ce grand débat pour enfin, pour de bon, et je le dis devant des parlementaires qui mènent ce combat depuis longtemps, donner plus de moyens d'évaluation au Parlement. La sortie du grand débat, ça ne peut pas être l'effacement du Parlement, la disparition de la démocratie représentative. Cette démocratie représentative, elle doit au contraire en sortir renforcée. Mais pour qu'on puisse la renforcer, il faut lui redonner de l'oxygène. Et reconnaissons-le, vous l'avez dit, notre démocratie est inachevée
parce que les citoyens ne sont pas assez associés à l'élaboration de la loi. Vous le savez, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Je ne suis pas un grand fan du référendum d'initiative citoyenne. Je crois que le RIC, je sais que c'est une revendication d'une partie des Gilets jaunes. Je crois profondément que le RIC, c'est une sorte de roulette russe de la démocratie. Avec le RIC, les politiques seraient en campagne permanente, au lieu de travailler pour les Français. Ils n'auraient plus à être tenus responsables de leurs actes, puisqu'ils ne vivraient plus que de promesses. En revanche, il y a évidemment urgence à trouver des moyens pour que nos concitoyens puissent être associés davantage, être partie prenante de la vie publique. Et c'est pour cela que la proposition que vous avez formulée de créer cette proposition de loi d'initiative citoyenne, je crois que c'est une juste proposition. Dès qu'un sujet mobilisera plus d'1 million de nos concitoyens, alors cela déclenchera une conférence de consensus où seront réunis des citoyens, des experts, évidemment des politiques. Ils pourront se réunir et puis proposer aux parlementaires d'examiner ce projet de loi. Le Parlement se prononcera, émettra des amendements, expliquera pourquoi il adopte ou il n'adopte pas ce projet de loi. Mais c'est cela la démocratie délibérative. Et je crois qu'il faudra qu'elle puisse vivre davantage, notamment en utilisant le Conseil social, économique et environnemental. Il devra être le lieu de la démocratie délibérative. Nous devrons le repenser comme tel et aller certainement plus loin que ce que nous avions prévu de faire dans la réforme constitutionnelle. Vous l'avez compris, je suis convaincu que la bonne réponse, ce n'est pas de mettre au fond les pouvoirs en concurrence les uns avec les autres. La bonne réponse, ce n'est pas de faire vivre un mythe d'une démocratie directe, totalement désintermédiée, mais c'est de faire en sorte que cette démocratie représentative et cette démocratie délibérative, elles ne s'opposent pas, mais au contraire, elles se nourrissent et elles se renforcent mutuellement. Redonner la main aux Français, c'est aussi favoriser et reconnaître l'engagement des Français. Et je crois qu'en la matière, vous avez raison, vous avez dit qu'on ne valorise pas suffisamment ce qui est fait. Il faut saluer le travail qui est fait notamment par Gabriel Attal pour faire naître, pour faire mettre sur les rails ce service national universel qui était une promesse de campagne. On nous avait dit, vous ne le ferez jamais, ça coûtera trop cher, ça sera infaisable, vous vous heurterez à toutes les résistances. Aujourd'hui, ce beau projet républicain est en marche. Et on a d'ailleurs proposé que les jeunes qui s'engagent dans ce service national universel, qui s'engagent dans ce service pour 6 mois, on puisse leur proposer de passer gratuitement le permis de conduire, ce sésame pour la mobilité. Eh bien, je crois que ça, c'est une manière de valoriser l'engagement de la jeunesse dans ce pays. Oui, il faut récompenser les jeunes qui s'engagent, parce que notre peuple est un peuple d'engagés, et notamment ceux qui veulent le faire dans l'engagement politique. Parce que c'est vertueux l'engagement politique, il faut l'ouvrir, et j'adhère à la proposition que vous avez formulée, de créer ce congé de vie politique, qu'on puisse en tant que citoyen mobiliser ses droits à la formation pour pouvoir justement s'engager dans une élection. C'est une idée novatrice, mais je crois qu'elle peut continuer à faire tomber les barrières de l'engagement politique. Ça doit être notre combat. Nous l'avons fait en partie, mais nous devons continuer à aller plus loin sur ces sujets-là. Parce qu'on peut ne pas être d'accord entre nous. Je ne partage pas toutes les idées qui ont été émises par les Gilets jaunes notamment. Et j'en vois dans la salle qui nous ont fait la gentillesse d'être là, et je vous remercie d'être ici avec nous cet après-midi. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais si vous avez envie de vous engager dans une élection, alors il faut que rien ne puisse s'opposer à ce que vous puissiez vous engager dans cette élection, parce qu'En Marche sera toujours opposé au suffrage censitaire. C'est ça aussi la démocratie. Mais, mes amis, il faut être très clair. Si nous voulons rendre la main à nos concitoyens, il faut aussi desserrer l'étau financier qui trop souvent les entrave, qui trop souvent les étouffe. Combien de Français ont exprimé
de façon très simple dans ce grand débat cette idée de dire, au fond, je bosse, mais je m'en sors pas. Alors cela dit d'abord quelque chose. Nous l'avions dit que le travail ne paye pas suffisamment dans notre pays. Et toute la politique que nous mettons en œuvre depuis près de 2 ans, elle vise précisément à inverser cette tendance, y compris bien sûr les 10 milliards d'euros qui ont été décidés, votés en un mois pour la revalorisation de la prime d'activité, pour la défiscalisation des heures supplémentaires. Quand il y a ce mois-ci plus de 1,1 million de personnes nouvelles, chère Christelle Dubos, qui peuvent bénéficier de cette prime d'activité, bien je crois que c'est dans ce sens-là de la revalorisation du travail que nous allons. Mais ça dit aussi que les charges qui payent sur les Français, que les prix sont souvent trop élevés. Ce sont les frais de chauffage, ce sont les frais d'essence, les frais de mutuelle. Ce sont aussi ces frais qui peuvent sembler anodins quand on est à l'aise financièrement, mais qui ne le sont pas du tout quand on vit avec quelques dizaines d'euros près pour boucler le budget. Je mentionnais tout à l'heure le coût du contrôle technique, ou plutôt le prix des contre-visites du contrôle technique. Je crois que nous pourrions mettre sur la table une proposition très concrète. Les assureurs vont bénéficier de la baisse de mortalité sur nos routes. Ils vont en bénéficier, ce sera des coûts en moins pour eux. Alors, pourquoi ne pas proposer qu'on puisse étudier, que les assureurs puissent collectivement prendre en charge le coût des contre-visites qui ne seraient pas prévues? C'est une idée qui devra être débattue, qui méritera de la concertation avec le secteur. Mais c'est ça aussi le grand débat. On peut mettre ces sujets sur la table. Et puis, je sens que ça vous fera discuter. Je crois aussi que ça dit que les Français, disons-le simplement, payent trop d'impôts. Emmanuel Macron a été élu sur un programme de baisse de la pression fiscale. Alors, disons-le, y compris dans ces temps de grands débats, redisons-le simplement, oui, les engagements de baisse des impôts que nous avons pris pendant l'élection présidentielle, ils devront être tenus. Nous avons promis aux Français que nous baisserions de 20 milliards d'euros les impôts dans ce mandat, et nous le ferons. Aucune proposition du grand débat ne devra nous faire sortir de cette trajectoire de baisse des impôts. Alors, vous l'avez dit, je l'ai redit ce matin dans Le Parisien, oui, nous devrons aller évidemment au bout de la suppression de la taxe d'habitation. Je n'en ai pas fait l'annonce. Vous me prêtez un pouvoir qui n'est pas le mien. J'en ai fait, plus modestement, la proposition. Mais c'est une proposition dont je suis absolument convaincu. Nous l'avons dit, suffisamment dit, si un impôt est stupide pour 80% des Français, alors il est stupide pour 100% des Français et nous devrons le supprimer. Je crois d'ailleurs que beaucoup de classes moyennes, en réalité, beaucoup de classes moyennes, attendent la suppression complète de la taxe d'habitation. Mais notre en même temps, c'est aussi de prendre en compte le fait que les plus grandes fortunes, elles tireront aussi un avantage de cette suppression de la taxe d'habitation complète si nous allons au bout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu formuler cette proposition que nous augmentions l'impôt sur la fortune immobilière destiné à faire contribuer les plus gros patrimoines immobiliers de notre pays. C'est ça aussi le « en même temps » que nous souhaitons proposer aux Français. C'est la proposition que je formule et que je mets sur la table aujourd'hui. Mais si nous voulons continuer et même accélérer les baisses d'impôts, il ne faut pas perdre de vue. Je veux le redire simplement, vous en avez plus parlé que moi, qu'il n'y a pas de finance magique. Baisser les impôts, c'est aussi baisser la finance publique, et vous l'avez très bien redit, cela passe par une réforme soutenue de l'État qu'il faudra poursuivre. Je vous le disais, répondre aux attentes des Français, c'est aussi répondre à leur angoisse profonde face à l'avenir. À leur avenir d'abord pour eux-mêmes, avec cette question fondamentale qui est revenue dans le grand débat, que tant de Français se posent. Est-ce que je vais avoir une retraite ? Est-ce qu'il va me rester suffisamment pour vivre ? Sur ce sujet, Jean-Paul Delevoye a entamé un travail considérable pour reconstruire un système de retraite universel, celui que le président de la République avait promis pendant sa campagne. Et je le dis, notre mouvement sera à ses côtés pour l'accompagner, pour l'aider, pour expliquer cette réforme qui sera cruciale pour la vie de nos Français. Mais à plus court terme, je crois qu'on doit entendre aussi
les inquiétudes fortes qui se sont exprimées chez les retraités. Nous leur avons demandé des efforts, il ne faut pas le cacher. Nous leur avons demandé de contribuer avec une augmentation de la CSG. Ils étaient, là encore, ces efforts-là, justifiables, faits pour faire en sorte qu'on valorise davantage le travail, faire en sorte que le travail paye plus. Et puis, le gouvernement a fait un geste considérable en augmentant le plafond d'exonération de cette hausse de la CSG. D'ailleurs, il y a un grand nombre de retraités qui recevront un chèque prochainement qui traduira précisément cette décision que nous avons prise en fin d'année. Mais ce que j'ai le plus entendu pendant le débat, et pourquoi ne pas le dire, ce à quoi j'avais le plus de mal à répondre aussi, si ce n'est avec des simples justifications budgétaires, c'est le sentiment d'injustice qui était lié à la sous-indexation des retraites. Alors je suggère qu'on ne rougisse pas trop aujourd'hui, parce que les autres n'avaient pas sous-indexé. La plupart du temps, ils avaient gelé l'augmentation des retraites. C'est ça aussi la réalité des 5 dernières années. Mais nous avons pris cette décision de sous-indexer les retraites, et je crois vraiment que c'est une décision sur laquelle, dès le prochain budget, nous pourrons revenir. C'est la proposition que nous avons formulée collectivement et que nous mettons au grand débat. Si nous ne le faisons pas, on continuera d'accentuer les difficultés qui viennent en réalité de décennies d'inaction sur ce sujet-là. Parce que, on le sait, vous l'avez rappelé, la place des maisons de retraite, c'est 2 000 € par mois. La retraite moyenne, c'est 1 200 € par mois. Et ça met des millions de personnes en difficulté. Ça ne peut pas être notre France. Et c'est pourquoi notre mouvement doit se saisir de ce sujet-là. C'est le sujet de la dépendance, évidemment, mais c'est des sujets très concrets. Et la proposition que vous avez formulée, je la soutiens pleinement, de faire en sorte que nous puissions généraliser la prise en charge par l'État de 25% de coût des EHPAD aujourd'hui dans le pays. C'était une injustice et nous voulons transformer cette réduction d'impôt en un crédit d'impôt généralisé. C'est une piste qui me semble mériter d'être creusée. Mais parce que ces propositions ont un coût, et je bois un petit peu avant de le dire, il faudra bien sûr trouver des financements. Je crois que ces financements, ça ne pourra pas consister à taxer davantage le travail. Ça serait totalement orthogonal avec la politique qu'on mène depuis le début. Mais se tourner vers les actifs. Se tourner vers les actifs et imaginer l'idée qu'on puisse travailler un jour de plus pour pouvoir aider à financer ces mesures en direction de nos aînés. Je trouve que c'est une idée qui a du sens, qui serait cohérente avec la politique que nous menons, parce que par plus de travail, nous pourrons aussi engager du financement pour prendre des mesures en faveur des aînés. Là aussi, réaction nourrie dans la salle. C'est le grand débat. L'insécurité par rapport à l'avenir, c'est évidemment aussi le déclassement territorial. On l'a entendu dans tous les grands débats. Ce sentiment d'isolement qui monte en vous quand, dans la commune dans laquelle vous habitez depuis toujours, les commerces disparaissent peu à peu, les services publics partent, les maternités ferment, alors que l'offre de transport en commun n'a pas progressé, et puis qu'on s'est endetté pour 20, 25 ans, 30 ans pour acheter son logement. Évidemment, cela crée une angoisse plus forte. Alors l'État, oui, doit réinvestir davantage ces territoires abandonnés. Je veux dire réinvestir physiquement ces territoires. Et c'est pourquoi nous faisons la proposition que dans chaque intercommunalité, il y ait un lieu, vous en avez parlé, Roland, tu en parlais, qu'il y ait un lieu dans lequel nos concitoyens puissent faire l'ensemble de leurs démarches administratives, qu'ils soient accompagnés dans l'utilisation du numérique, qu'ils puissent bénéficier de conseils aussi pour la question cruciale de l'accès aux droits. Et là où nous ne pourrons pas ouvrir une nouvelle maison de service au public, alors il faudra que nous soyons pragmatiques, nous amenions les services publics à nos concitoyens, comme cela a déjà commencé à être testé avec des services publics itinérants, avec des bus, pourquoi pas, en ouvrant ponctuellement les mairies. Il y a tant de solutions à trouver, mais que dans chaque intercommunalité, nous ramenions Marianne partout dans la République. Mais il faut le dire,
Cette sortie du grand débat, ça doit être aussi faire davantage confiance à l'intelligence de nos territoires. Ça doit faire confiance avec un nouvel acte de décentralisation. Pas l'acte de décentralisation ou pas la décentralisation qu'on a pu faire par le passé, c'est-à-dire l'État qui donnait les compétences, mais qui gardait les fonctionnaires et puis qui gardait absolument tout le contrôle. Parce que les politiques publiques, les solutions, elles ne peuvent pas être les mêmes. On ne peut pas tout penser depuis Paris. Elles ne peuvent pas être les mêmes dans des territoires étendus comme l'Occitanie ou comme dans des régions qui sont plus resserrées comme les Pays de la Loire. Nous devons, comme nous avions l'intention de le faire, introduire dans notre Constitution ce droit à la différenciation. Cela me semble être essentiel pour pouvoir donner la liberté aux territoires de penser aussi les politiques publiques qui sont adaptées pour eux. Et en la matière, nous devrons clarifier le jeu. Nous devrons clarifier le jeu avec les collectivités. Il y a des compétences qui nécessitent d'être davantage décentralisées. Je cite par exemple la gestion des infrastructures de transport. Les territoires sont certainement plus à même pour prendre des décisions et pour prendre des financements sur ces questions d'infrastructures de transport. Mais il y a d'autres sujets. Je pense au champ social, par exemple, au contraire, qui doit nécessiter plus de cohérence. Vous citiez tout à l'heure les inégalités criantes dans certains domaines. Comment est-ce qu'on peut accepter que dans certains départements, les bénéficiaires du RSA soient accompagnés à 30%, alors que dans d'autres départements, c'est à 80%. Les inégalités en matière de handicap, par exemple, elles sont aujourd'hui criantes. Et donc, cela nécessitera de reclarifier les règles du jeu. On l'a initié d'ailleurs dans la stratégie de lutte contre la pauvreté pour la gestion et le pilotage du RSA. Il faudra rentrer dans une logique de contractualisation pour certains sujets avec les collectivités locales. Et en réalité, ce grand débat, il a permis aussi de clarifier beaucoup de choses que ce gouvernement avait déjà mis en œuvre pour les territoires. Mais vous le voyez, nous devrons résolument continuer à aller plus loin. Quand on évoque l'insécurité par rapport à l'avenir, on pense évidemment aux défis écologiques. Celui du changement climatique, celui de la biodiversité, tu le rappelais, ma chère Brune. J'étais hier en Suède pour rencontrer des formations progressistes. Je peux vous dire que le nom de Greta Thunberg était dans toutes les conversations. Je crois que vous la connaissez, c'est le nom de cette jeune Suédoise qui a fait un plaidoyer tellement remarqué lors de la COP24. Elle a embarqué dans son sillage toute une génération. Ils ne l'ont pas attendue, mais elle en a été peut-être le catalyseur. Et ce combat, évidemment, quand on est adhérent de la République en marche, ça doit être notre combat. Mais on ne peut pas le mener comme les autres projets. Ce combat, ça doit être un projet de société. Ça ne peut pas être un chantier comme un autre, ça ne peut pas être un empilement de réformes techniques qui devraient, par miracle, faire sens. Non, nous devons montrer d'abord que le projet de société que l'on propose aux Français, ce projet global en matière de transition écologique, c'est un projet qui mérite de s'engager parce que le monde qui est à notre portée de main, ce monde-là, c'est un monde d'opportunités. Et vous l'avez très bien rappelé, la chance d'abord de regagner notre souveraineté, de ne plus dépendre des importations de pétrole du Golfe ou du gaz de Russie. La chance pour les Français d'une meilleure santé parce que les produits qu'ils consommeront comporteront moins de perturbateurs endocriniens parce que l'air sera moins pollué. La chance, évidemment, d'avoir une transition écologique qui permette d'abaisser les factures. Il faut le dire, les factures de chauffage, d'eau, de carburant, ça sera plus de fonds disponibles pour la culture, pour l'éducation, pour d'autres projets. Et enfin, c'est un monde d'opportunités parce que c'est un monde où il y aura des emplois pour réduire l'empreinte carbone de la France, parce qu'il faudra réindustrialiser le pays pour réduire les émissions importées. Alors, pour réussir cette transition écologique, il faudra transformer progressivement nos entreprises. Et je sais qu'ici, un grand nombre d'entre vous portent ce combat-là. Nous avons déjà fait des avancées considérables dans la loi Pacte, mais il faudra continuer à aller plus loin. Et tu concluais, cher Bénédicte, en disant qu'il faudrait lancer ce chantier ambitieux de refonte globale du pacte fiscal qui devra réduire la fiscalité de l'entreprise là où elle repose aujourd'hui. C'est-à-dire une fiscalité qui pénalise le travail, qui pénalise l'investissement dans l'outil productif. Nous devons penser
une fiscalité qui s'est plus adaptée aux externalités positives ou négatives, aux conséquences des entreprises sur leur environnement. Ce travail, il ne sera pas écrit sur le coin d'une table. On voit bien que ce n'est pas un petit chantier. Il devrait être fait dans la concertation, en offrant de la lisibilité aux entreprises sur les années qui viennent. Il devrait être fait, évidemment, avec nos partenaires européens, parce que nous continuons de penser que le grand sujet, c'est aussi la convergence des fiscalités de l'entreprise dans les différents pays européens. Mais c'est le rôle de notre mouvement que de lancer aussi ces réflexions de long terme. Et puis, si nous voulons réussir cette transition écologique, évidemment, nous l'avons bien compris, il faut davantage embarquer nos concitoyens. Chacun peut agir sur son quotidien, mais les débats, ils doivent moins porter sur des objectifs lointains. Il faut plus qu'on parle du comment. Il faut plus qu'on parle du comment et puis qu'on dise comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner concrètement nos concitoyens. Il faut porter des propositions concrètes. Je ne les reprends pas toutes, vous en avez fait beaucoup. Allonger les durées minimales de garantie des produits, réapprendre à réparer, à changer des pièces, généraliser la consigne sur les bouteilles plastiques, mettre en place une TVA à 10% pour les pièces détachées, rendre éligible au crédit d'impôt emploi à domicile les réparations à domicile. Il y a beaucoup dans les propositions qui ont été faites de propositions de bon sens. Mais il faudra être évidemment très attentif en matière d'accompagnement à la mobilité. Cela a été dit, c'était peut-être le déclencheur de ce mouvement social. Et c'est pour cela que nous voulons formuler cette proposition, de faire en sorte que l'État et les collectivités puissent être capables de proposer des voitures à faible émission, à moins de 50 € par mois, en location longue durée. Ça permettra d'avoir des voitures de qualité pour les ménages, évidemment, les plus modestes, sans devoir recourir à un emprunt. Ça, c'est concret, ça, c'est accessible. Et pour le symbole, qui a toujours une importance, je crois aussi que cette proposition d'interdire la publicité pour les véhicules les plus polluants est une proposition qui devra être étudiée. Ne croyez pas que je boive à chaque fois que je vais parler de fiscalité, mais si nous sommes volontaristes, concrets, ambitieux sur l'accompagnement de la transition écologique, alors il faut qu'on puisse reposer la question de la taxe carbone. Ça ne doit pas être une question taboue qui doit être passée sous le tapis à la sortie de ce grand débat. Mais cette taxe carbone, elle ne doit pas manquer sa cible. Je pense qu'il est aujourd'hui inenvisageable de l'augmenter sur les carburants des voitures dont les cours du pétrole font que les prix à la pompe sont déjà très chers. Ça, je crois que nos concitoyens ne pourraient pas l'accepter. Mais pour financer les mesures d'accompagnement dont je parlais, il faut trouver des ressources financières nouvelles. Alors, pourquoi ne pas préserver le principe d'une hausse de la taxe carbone sur tous les autres usages, qui s'appliquerait notamment au transport aérien et maritime, une action que nous devrons porter au niveau européen, et à la condition évidemment qu'elle soit affectée à 100% à l'accompagnement de la transition écologique. En d'autres termes, la taxation carbone, la fiscalité carbone, elle ne peut être acceptée que si elle est ciblée, si elle est partagée, si elle est juste et cohérente et transparente. C'est la condition pour rebâtir cet agenda positif du changement que j'évoquais tout à l'heure. J'en viens enfin au sentiment d'injustice que j'évoquais en démarrant mon propos. Il faut le dire, qu'il soit si puissant en France relève aussi du paradoxe, parce que notre pays, cela a été rappelé, est un pays qui corrige beaucoup les inégalités. Mais en fait, ce n'est pas si paradoxal, parce que ce sentiment d'injustice, il repose exactement sur nos échecs en matière de mobilité sociale. Nous l'avons tous en tête. Il faut aujourd'hui 6 générations pour sortir de la pauvreté. Et cela signe notre échec. Cela signe notre échec de façon terrible. Et c'est notre lutte prioritaire, je dirais depuis le premier jour de notre mouvement. Je ne reprendrai pas ici toutes les actions qui ont été faites depuis 2 ans pour lutter contre cette immobilité sociale en matière d'école, en matière de prévention, en matière de formation professionnelle, pour remettre de la mobilité. Mais il faut aller plus loin pour aider les individus, pour aider les familles à sortir plus vite de leurs conditions de naissance. C'est pour ça que je suis convaincu que le chantier de la lutte contre les non-recours aux droits doit être un chantier absolument prioritaire. On ne peut plus accepter aujourd'hui qu'il y ait un quart
de ceux qui pourraient bénéficier du RSA, qui ne bénéficient pas du RSA. C'est un chantier qui doit être élevé en priorité nationale. J'en suis convaincu. Une grande part des réponses se trouve là, dans une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de services publics. Nous avons initié le chantier de l'aide universelle, de l'aide automatisée dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Mais ce chantier doit être prioritaire pour nous, il doit être accéléré. Une grande part des réponses se situe ici. Enfin, lutter contre les inégalités, c'est aussi une question de symboles. Les symboles, c'est ce qui permet de faire société, de tenir notre nation. Et on ne fait pas nation quand des millions de personnes font cet effort de payer l'impôt à l'euro près et quand il y a une minorité qui donne le sentiment de pouvoir s'en exonérer. On ne fait pas nation quand le travailleur qui paye son plein pour aller travailler paye une fiscalité sur les carburants, mais que ceux qui prennent l'avion ne la payent pas. Le président de la République a proposé d'imposer que les grands patrons payent leurs impôts en France. Je dirais que nous pouvons aller encore plus loin, faire en sorte que les exilés dans les paradis fiscaux, ceux qui vivent dans des pays avec lesquels la France n'a pas de convention fiscale, soient considérés comme des résidents français. Les Américains savent faire cela. Eh bien, appliquons cette même idée aux Français. Et enfin, les élus. Ne nous le cachons pas. Dans le grand débat, le train de vie des élus a été un sujet qui, maintes et maintes fois, était abordé. Dans quasiment tous les grands débats, ce sujet revenait sur la table, souvent à tort. Il n'y a pas de démagogie à faire sur cette question-là. Il y a beaucoup de lois qui se sont succédées ces dernières années pour mieux encadrer les rémunérations des élus. Nous avons voté la première loi de notre mandat, justement, sur cette question de la confiance dans la vie politique. Nous avons rappelé, dans combien de grands débats, que sur 600 000 élus en France, 400 000 d'entre eux étaient bénévoles. Et il faut avant tout les remercier pour leur engagement en politique. Mais il faut continuer à lutter contre ce qui est parfois difficile à expliquer à nos concitoyens. J'ai voulu qu'on mette sur la table cette proposition, je le sais, elle fait discuter, mais qu'on puisse interdire le cumul entre un mandat parlementaire et un emploi rémunéré. Il faudra évoquer toutes les situations. Parfois, peut-être pour des agriculteurs, ça sera compliqué. Il faut qu'ils puissent garder leur exploitation, reprendre leur exploitation à la fin. Il faut travailler les détails, mais quand même. Je crois que c'est difficile aujourd'hui d'expliquer que quand on est un électeur, on élu pour cette circonscription un député à temps plein et pour celle autre, un député qui n'est pas à temps plein. Simplifions les choses. Allons au bout de certaines logiques. Et puis je terminerai par là. Les partis politiques. Je suis à la tête aujourd'hui de La République En Marche, d'une formation politique. Oui, il y a eu beaucoup de sujets qui ont fait progresser la transparence dans les formations politiques. Allons au bout là aussi. Enlevons ces zones d'ombre. Mettons le plus de transparence possible sur le financement des partis politiques. Je suis favorable à ce qu'on puisse rendre totalement transparente la structure de dons, que l'on puisse publier la structure des dons qui sont faits à La République En Marche. Nous y sommes prêts sans aucune difficulté. Alors, mes chers amis, vous avez eu là quelques propositions que notre mouvement verse, je le disais, humblement au débat. Il y aurait pu en avoir beaucoup d'autres. Nous nous sommes concentrés sur les propositions que nous avons entendues sur le terrain. Mais au-delà du fond, au-delà de ces propositions, elles peuvent évidemment être discutées. Je l'ai dit, elles continueront à l'être. Il est important de penser un profond changement de méthode. Et ce changement, nous devons l'initier. Nous avons beaucoup réformé. Il suffit de voir le nombre de lois que nous avons votées depuis maintenant bientôt 2 ans. Mais nous devons entrer dans une autre phase de notre mandat, celui de la transformation. Et la transformation, c'est différent parce que la réforme, elle peut venir d'en haut, elle peut être pensée, être élaborée ensemble, mais la transformation, c'est autre chose. C'est un mouvement qui doit venir de la base, qui doit venir du plus profond du pays, parce qu'on ne transforme jamais une nation
à l'insu de son peuple. Incontestablement, sur ce sujet-là, il doit y avoir un avant et un après crise des Gilets jaunes. Il doit y avoir un avant et un après grand débat. Ce grand débat, il nous a montré que les Français, ils ont le goût d'agir ensemble. Ils aspirent à être davantage que des salariés ou des consommateurs, des contribuables ou des usagers. Ils veulent être des citoyens acteurs et pas des citoyens spectateurs, c'est-à-dire agir, c'est-à-dire dire que l'État n'a pas le monopole de la transformation. Et nous pouvons y prendre une part importante. Nous, en tant que marcheurs, c'est le rôle de notre mouvement. C'est d'ailleurs le rôle que nous jouons quand nous accompagnons dès cette année 1000 talents pour mener des projets de transformation du pays, quand nous investissons dans les quartiers à travers des programmes spécifiques, quand nous formons des concitoyens. Nous le faisons très activement aujourd'hui pour qu'ils puissent s'engager politiquement dans la vie de notre pays. La transformation, c'est le signe, très clairement, sous lequel je souhaite personnellement placer mon mandat à la tête de notre mouvement. Alors, mes amis marcheurs, je compte sur vous. Je compte sur vous pour mobiliser nos concitoyens, pour transformer le pays. Et dans les jours qui viennent, je compte sur vous pour les mobiliser et leur dire aussi qu'il faudra transformer notre Europe. Vive la République en marche! Vive la République! Vive la France!